auteur de l'allégorie de la caverne ou de l'éthique de la démonstration, où il y est question notamment de paroles philosophiques. Et il intervient désormais sur une chaîne YouTube même. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Fray. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Ça va, le banc est assez prêt? Bonsoir, c'est très bien. Merci Jenny pour votre invitation. Bonsoir. Avec plaisir, on est ravis. Peut-être Jean-Marie, un petit exercice pour démarrer. Pouvez-vous nous proposer une formulation philosophique du problème du jour, qui est donc à quoi sert de faire évoluer la langue, en quelques mots? Alors oui, et la farce qui nous a été présentée tout à l'heure permet en réalité de poser le problème, puisqu'il y a deux positions qui ont été présentées, celle d'une institutrice qui veut absolument réformer la langue, et celle d'une académicienne qui symbolise des conservateurs qui veulent laisser la langue en état. Alors peut-être peut-on formuler le problème en ces termes. C'est toujours pareil. D'un côté, il y a ceux qui considèrent qu'on peut tout changer, et en l'occurrence là, qu'on peut totalement changer la langue. Comme si la langue n'était qu'une simple convention. Et une convention, de fait, ça peut toujours se changer. Comme si la langue n'était qu'un phénomène culturel contingent sur lequel on peut agir sans difficulté. Donc cette position, en fait révolutionnaire, oublie peut-être que la langue, c'est une institution. Et une institution, c'est, comme son nom l'indique, quelque chose qui est institué, donc qui est créé par l'homme. Il y a bien une dimension conventionnelle. Mais si c'est institué, c'est que c'est fait pour durer. Et donc là, du côté de la Révolution, il y a toujours l'oubli des institutions. Mais de l'autre, il y a des conservateurs qui considèrent que rien ne doit changer. Et en l'occurrence là, qui considèrent que la langue est comme un fait naturel qu'il conviendrait de respecter tel qu'il est, parce que, comme toute réalité naturelle, il y a une sorte d'inertie qui fait qu'elle doit être respectée. Alors ceux-là sont également dans l'illusion. Alors c'est une illusion symétrique inverse. Ceux-là sont dans l'illusion parce qu'ils oublient précisément que la langue est une convention. Donc, d'un côté, des révolutionnaires qui sont prêts à tout changer au risque d'oublier l'institution, de l'autre, des conservateurs qui ne veulent rien changer parce qu'ils oublient la convention. Et là, on voit bien que la question de la langue renvoie très précisément à un problème d'ordre politique, parce qu'on retrouve dans le domaine de la langue les mêmes oppositions que dans le domaine politique. D'un côté, des conservateurs attachés à ce qui est et qui ne veulent rien changer, de l'autre côté, des révolutionnaires qui veulent toujours tout changer, en oubliant qu'il y a parfois dans ce qui est des choses qui méritent d'être conservées. Moi, il y a une idée que je voudrais vous soumettre, c'est un paradoxe. Vraiment, c'est un paradoxe. Pour susciter l'inquiétude, Socrate dit que le philosophe est comme le temps qui pique la cité. Un temps, ce n'est pas une mouche très sympathique. Enfin, quand elle pique, elle ébranle quelque chose. Donc, je ne me compare pas à Socrate, même si c'est mon maître, mais je pense que philosopher, c'est susciter une inquiétude. Alors, je voudrais vous soumettre cet élément de réflexion. Dans le traité du vide, Pascal, à l'époque, est confronté à un problème, c'est qu'il ne faut pas défendre Galilée, mais il faut défendre les anciens. Et Pascal prend ses adversaires au pied de la lettre en leur disant « Mais alors, attendez, lorsque Socrate invente la philosophie rationnelle, c'est lui l'enfant. Et au bout de 22 siècles d'évolution, les penseurs contemporains du XVIIe, c'est eux les vieux. » Donc, et oui, parce que la pensée, elle a pris 22 siècles. Et donc, si on prend l'histoire de la science comme la vie d'un individu, les enfants, c'est les anciens. Et les vieillards, c'est les contemporains. Alors maintenant, si on transpose ce paradoxe-là dans le champ linguistique, c'est intéressant. Le français du XVIIe siècle, c'est un français jeune, naissant, tout neuf. C'est la jeunesse. La langue de Racine, c'est la langue de la jeunesse. Et puis ensuite, le français, il a vieilli, il a pris 3 siècles, et donc ça devient une langue qui a un certain âge. Et les jeunes gens, en réalité, sont ceux qui parlent la langue la plus ancienne de ce point de vue-là, c'est-à-dire la langue des anciens. Et c'est pour ça que quand on revient à la langue du XVIIe, c'est un paradoxe, on y trouve une fraîcheur. Donc, vive l'invention, vive la créativité. Mais comme toujours, méfions-nous de l'illusion d'une créativité produisant de la nouveauté. Et ce qui est frappant, c'est l'omniprésence du verbe faire. Enfin, c'est vraiment frappant. Hein. On fait sens, on fait nation, on fait société, on fait langue, on fait parole, on fait... Et donc il me semble qu'on peut interpréter ça comme, alors d'une manière marxiste, comme l'effet idéologique d'une société obsédée par la production, c'est-à-dire on fait. Donc c'est une société qui ne prend plus son temps de contempler, puisque quand on contemple une œuvre d'art, par exemple, précisément on ne fait pas, on s'ouvre hein, à quelque chose qui nous affecte, c'est comme en amour, quoi. Il faut accepter d'être touché, il faut arrêter de faire. Hein. Dans la langue française, quand on fait l'amour, ça veut dire qu'on le fait être, qu'on le fait naître par les mots. Hein, c'est pas une activité performative et physique.
Mais on peut aussi, alors donc c'est une lecture marxiste, mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas malgré tout une obsession de la construction, de l'élaboration, alors qu'on ne fait pas nation, on s'associe pour produire de l'unité. On ne fait pas sens, on interprète, on dit, on explicite, vous voyez. C'est-à-dire que la langue dit suffisamment, cette espèce de langue qui ramène tout à quelques termes. Par exemple, parce que tout à l'heure, j'étais un peu troublé à l'idée qu'on puisse dialoguer avec soi-même dans une langue, une prononciation qu'on invente. Moi, il me semble qu'une langue, c'est quelque chose qui est aussi une musicalité et quelque chose qu'on a en commun. Quand je l'ai dit tout à l'heure, quand je me parle à moi-même, je parle à tout le monde en même temps, dans une certaine mesure. Il y a quelque chose qui se produit de cet ordre-là. Cette langue médiatico-politique, elle est mécanique. C'est incroyable. C'est de la pure mécanisation. Mais c'est incroyable. Enfin, faites l'expérience. Vous prenez 20 minutes. C'est la novlangue. Hein. On décrypte, on n'explique plus, on décrypte, on n'interprète plus, on fait sens, etc. Enfin, c'est incroyable. On pourrait faire la liste, on impacte. Ça, c'est on impacte, j'adore. C'est-à-dire, on n'est plus touché, vous voyez, parce qu'on a des ressentis, on n'a plus de sentiments. On éprouve un sentiment, ça veut dire qu'on est affecté. On a des ressentis, ça veut dire qu'on n'est pas touché. On les met sur la table, voilà mes ressentis. Donc là, il y a quelque chose qui est comme une espèce de moi hypertrophié qui prétend tout fabriquer, tout faire, etc. Dans le champ républicain, un authentique politique ne s'adresse pas à la foule, mais au peuple. Et ça, c'est un peu compliqué, parce que s'adresser à la foule, hein, depuis les sophistes platoniciens, on connaît, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire appel aux désirs, aux passions, etc. S'adresser au peuple, c'est s'adresser à des personnes comme si, alors même si c'était des êtres de raison, de sorte qu'un vrai politicien républicain n'hésite pas à faire écrire ses discours. C'est-à-dire que la spontanéité qui consiste à dire je vais me lâcher et puis vous allez voir à quel point je suis engagé, là c'est vraiment chargé d'illusions. Mais ça suppose non seulement un respect de la langue, mais d'abord peut-être un respect de ceux à qui on s'adresse.